Salam alaikum sama gars yi bienvenue tey édition spéciale la créée c'est une grande première depuis compétition bi am j'ai mon père mon grand monsieur Gandour que personne ne présente et mon grand aussi Laxat que maintenant léegi personne ne présente temps mi joxe ay analyse am waaw macha allah tey édition spéciale on va parler de coupe du monde on va parler de football bien sûr on va parler de l'équipe nationale du Sénégal mais pas que comme que je vous ai dit coupe du monde bi en général maanaam tey moom dama ñëw pour jàng si ñaari cadre yi quoi donc monsieur Gandour je vous laisse présenter mais malgré que tout le monde vous connaît parce qu'on vous voit tout le temps à la RTS et partout. Ouais mais non merci beaucoup Cher, c'est un plaisir de te retrouver, de retrouver Cher aussi. Je pense que quand on est assis autour d'un plateau, d'une caméra pour parler de football c'est fluide, hein. On est d'abord des Sénégalais patriotes, donc aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal est en Coupe du Monde, on est focus derrière cette équipe, mais bon ça ne nous empêche pas, je ne vais pas dire de critiquer, mais d'apporter un peu ce qu'on connaît, ce qu'on voit, ce qu'on a envie de voir. Je pense que n'importe quel Sénégalais aujourd'hui pourrait être assis à notre place et puis décortiquer ces matchs-là, parce que ici au Sénégal on a beaucoup de grands connaisseurs de football. Et puis, je pense que c'est la meilleure façon aussi de donner notre point de vue à notre niveau, hein. En fait, c'est surtout ça. Mais aussi échanger, parce que bon, comme on dit toujours, dans le football, il n'y a pas une seule vérité, mais il n'y a que la vérité du terrain. Ouais. Machallah, monsieur Dia. Oui, Cheikh, je les remercie bu baax ci plateau bi di kontaan tamit le fait qu'on est assis avec un grand spécialiste du football comme monsieur Gandour. Donc c'est un plaisir de partager, hein, comme l'a dit M. Gandour, de partager avec tes followers notre vision par rapport au match, par rapport à la compétition, parce que nous sommes quand même des passionnés de football. Et c'est juste pour nous ne nous présentons pas ici comme donneurs de leçons, mais apporter notre pierre pour donner peut-être notre vision de la chose. Et maintenant, chacun son truc. Et à la fin, comme l'a dit encore notre cher Gandour, c'est la vérité du terrain quand même qui fera foi. Merci beaucoup. Très rapidement, comment vous voyez le match du Sénégal contre la France de manière en 1 minute 30, M. Gandour? 1 minute 30, donc je pense on ne peut pas tout jeter parce que pendant 45 minutes, je pense que le Sénégal a montré que c'était une grande équipe. Parce que si on regarde bien, on était présent athlétiquement et physiquement. Sur les transitions rapides, on a posé beaucoup de problèmes aux Français. On a rivalisé un peu, on a face à nous une des meilleures équipes du monde. On avait face à nous aussi des joueurs qui étaient double champions d'Europe, on a face à nous un ballon d'or, on a face à nous un des meilleurs buteurs de l'histoire du football français. Je pense que cette première mi-temps a montré que le Sénégal avait le niveau d'être en Coupe du Monde et de pouvoir affronter ce genre d'équipe-là. Après, ce qu'il faut faire, c'est que il y a eu, pendant la deuxième mi-temps, on a eu ce qu'on appelle des flops. Et les flops, je pense que ça a été une désorganisation défensive surtout. Les grands espaces qu'on a laissés entre la ligne du milieu défensif et la ligne de l'axe central, où on savait tous avant de commencer, et je pense que le staff technique et tous ces joueurs savaient que cette zone-là qu'on appelle le half space, c'est la zone la plus dangereuse pour l'équipe de France vu la qualité de ces joueurs-là. Donc là, on a pêché. On a pêché aussi sur ce qui est le plus important dans le football, c'est-à-dire les deux surfaces de vérité. La première surface, c'est la surface de réparation adverse où on a pêché par manque d'efficacité. Et la deuxième surface, c'est la surface de réparation, c'est-à-dire notre défense, où on a pêché avec des erreurs défensives qui ont fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec ce résultat-là. Mais ce que je dis, c'est qu'un match, c'est un ensemble. Je pense qu'on a affronté une très grande équipe, mais on a montré aussi à cette très grande équipe qu'on pouvait être et qu'on était à son niveau. Cher, on arrive dans une compétition qui s'appelle la Coupe du Monde. La différence, comme on dit, entre les bonnes équipes et les grandes équipes, c'est le détail. Et nous, on a perdu dans le détail. Donc ça c'est ce que je peux dire. C'est la leçon qu'on va apprendre de ce match-là. Okay. Et comme je dis, c'est une bonne chose de nous remettre la tête à l'endroit. Parce que je pense qu'on s'était vu trop beau. Je suis désolé, hein, ils vont peut-être me contredire en me disant non. Moi, je pense qu'on s'était vu trop beau en pensant que ça aurait été facile. C'était difficile.
on l'a prouvé. Mais encore une fois, je pense que ça se joue à rien du tout, ça se joue à un détail. Ça se joue au ballon qui rebondit sur le pied de Meighan et qui ne rentre pas. Voilà, Ok. presque. Merci. Monsieur Dieng, on a déjà parlé de ça, je pense. Non, je vais revenir sur vous. On a vu que toutes les équipes ont déjà joué leur premier match. Donc, d'après vous, comment vous voyez la Coupe du Monde, cette édition-là, avec 48 pays? Oui, déjà, il y a une chose. Avec 48 pays, ça montre qu'il y a beaucoup plus de pays que d'habitude. Maintenant, ce qu'on appelle les petites équipes, après avoir regardé tous les matchs, on voit qu'il n'y en a presque plus. Donc les scores sont étriqués à part le match de l'Allemagne face à Croatie et un peu la Tunisie contre la Suède. Donc tous les matchs ont été disputés. Ça veut dire que donc, les niveaux se resserrent un tout petit peu. Maintenant, les grands joueurs restent les grands joueurs, les grandes équipes restent les grandes équipes. Donc par rapport à cette première journée-là, on voit que les grandes équipes sont là. Si on voit que le Brésil a fait match nul contre le Maroc, qui est une grande équipe aussi, on voit que la France a gagné, l'Angleterre a gagné, les Pays-Bas ont... Donc toutes les grandes équipes, l'Allemagne a gagné, toutes les grandes équipes, à part le Portugal un peu, donc c'est celui qui a fait match nul avec le Congo. Qui a trébuché. Ouais, qui a trébuché. Donc l'Espagne qui a fait match nul contre le Cap-Vert, mais vu que c'est une Coupe du Monde avec 48 équipes, il y aura 32 équipes qualifiées. Les équipes peuvent avoir quand même ce temps de monter en puissance. Donc on voit que les stars sont là, les grandes équipes sont là et que le niveau, ça va se jouer sur les détails. Donc, et le tirage et beaucoup d'aléas du football qui peuvent arriver. Mais je pense que les favoris seront présents. Et les stars aussi, on a vu que Haaland en a marqué 2, Kane en a marqué 2, Mbappé en a marqué 2, Messi en a marqué 3. Ça veut dire que les gens ont préparé leur Coupe du Monde et tant mieux pour le football. Monsieur Dieng, quelle nation peut être la surprise de cette Coupe du Monde d'après vous? Ça dépend. 2-3 nations. Oui. Tu penses qui? Ça dépend de ce que vous voulez dire par surprise. Moi, par exemple, le Maroc, qui est allé déjà en demi-finale en 2022 et qui a une plus grande équipe cette année. Le Sénégal, qui a montré contre la France lors de la première mi-temps que le Sénégal aussi fait partie des meilleures équipes, parce que ce n'est pas rien ce que le Sénégal a produit. Moi, ça m'a convaincu le match contre la France que le Sénégal est au niveau des meilleurs. Parce que ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, on peut le continuer dans la longueur de match. Donc maintenant, ce que vous voulez dire par surprise, si c'est les nations qu'on connaît, les Brésil, les trucs là, il n'y en aura pas, mais une équipe comme le Sénégal, une équipe comme le Maroc, une équipe un peu comme l'Équateur que j'ai vu jouer contre la Côte d'Ivoire elle-même. Donc il y a beaucoup d'équipes quand même qui peuvent quand même aller dans le dernier carré. Donc les niveaux se sont... La Croatie hier, même s'ils ont perdu 4-2 contre l'Angleterre, vous voyez que c'est une équipe aussi qui sera très difficile à manœuvrer. Donc je pense que les équipes, le nivellement de valeur en termes vers là-haut est un peu équilibré. Donc il n'y aura pas de surprise, les équipes seront là. Maintenant, si on parle de non comme surprise, là on peut considérer comme une équipe comme le Sénégal et le Maroc, mais ce ne sera pas une surprise pour les connaisseurs de football par rapport aux effectifs qui composent ces équipes-là. Ok. Monsieur Gandou, l'Argentine, est-ce que vous pouvez concevoir son statut de référence mondiale après l'ère Messi? Parce qu'on a vu que c'est Messi qui a gagné le match. Donc après Messi. Cheikh, xam nga football 11 joueurs là. Plus remplaçant yi plus liggéey li ngay def ci gannaaw ci même aspect administratif loolu yëpp football la. Bon, Argentine dina des une grande équipe par rapport à son passé, par rapport, on va retourner très en arrière, par rapport à Kempes, on reviendra à Diego Maradona, à Messi, ça restera une grande équipe. Mais tey suñu xoolee jeu wu Argentine lu ñu bëgg a teg ci biir terrain bi lu ñu en fait seen plan de jeu, le prisme de l'Argentine aujourd'hui c'est Messi. Donc mettre à l'aise. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille pour Messi. Gis nga démb soo xoolee match Portugal. Il y a eu un moment xam nga xëy na dañu wax aussi ñu ngi comparer ñaari joueurs, non, c'était juste pour voir parce que c'est les deux icônes du football mondial qui sont là. Il y a eu un moment, il y a eu des joueurs portugais, du ma wax dañu bañoon, mais ils ne se sentaient pas obligés de faire jouer Ronaldo. Loolu doo ko am ci Argentine. doo ko am ci plan de jeu wala ci vision wala ci Argentine lu mu bëgg a wane ci terrain bi. Donc ça veut dire que aujourd'hui Messi, non, c'est vrai que c'est un grand joueur, mais il bénéficie aussi de tout ce qu'il y a autour de lui et de tout le travail qu'on fait pour que lui soit au devant de la scène. Ça va être très compliqué. L'après Messi en Argentine va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, Messi, on a vu contre l'Algérie, bon, après il y a débat sur la faute, carton rouge, pas carton rouge. Bon, il y a plein de débats qu'on peut dire, mais celui qui a sorti l'Argentine
on va dire, du guêpier algérien, c'est Messi. C'est Messi, c'est 3 buts, c'est un triplé, c'est bonjour. Marquage. Voilà. Non, bon, on peut être anti-argentin, on peut être anti-Messi, on est pro-Ronaldo ou bien pro-Haaland, pro-Mbappé, mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Messi, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ça, jusqu'à aujourd'hui, bon, son âge n'aidant pas qu'il soit dans un championnat où il est visible, chaque week-end. Mais Messi, ça reste Messi. Donc, c'est un don. Et voilà, c'est comme Maradona. Hein. Maradona, on a des anecdotes sur lui où il pouvait rester 10-15 jours sans s'entraîner, mais quand il venait sur le terrain, c'était lui qui faisait gagner son équipe. Donc là, Messi, aujourd'hui, je pense que, de toute façon, la Messi-dépendance, elle existe en Argentine. L'Argentine, après Messi, ça va être très compliqué parce que quand vous regardez un peu tout ce qu'il y a derrière, il n'y aura pas un leader technique. Et si vous voulez, on a tous connu ça dans le football, que ce soit dans les matchs de quartier, que ce soit dans les, comme on dit, de petits camps, voilà, dans les matchs de navétane, voilà, dans les matchs du championnat local, ou bien tu vas en international, il y a toujours un joueur à qui tu dis, quand j'ai un problème, je lui donne le ballon, il va régler le problème. Messi, avec l'Argentine, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, mais quand c'est bloqué, on lui donne le ballon. Voilà, quand c'est bloqué, on lui donne le ballon et il règle le problème. Donc pour l'instant, c'est bon, mais moi, j'aimerais bien voir sur la continuité parce que cette Coupe du Monde, elle est très longue. Il y a 104 matchs. Bon, ils ne vont pas jouer 104 matchs, mais là, maintenant, pour être champion, je pense qu'il faut gagner 7 ou 8 matchs, je pense, maintenant. C'est 8 matchs maintenant. Voilà, mais en fait, la longueur, elle n'est pas sur le nombre de matchs, elle est sur le temps où tu restes en regroupement parce que, ça, voilà, dans la compétition, elle est beaucoup plus longue. Donc, est-ce que il va pouvoir être toujours, on va dire, prêt physiquement, parce que malgré ce qu'on dit de son âge, il y a certaines choses, vous avez la technique, mais si à côté vous n'avez pas, on va dire, le coffre et la préparation athlétique qu'il faut, ça va être compliqué de les faire. Bon, moi je pense que de toute façon, Messi en Argentine, ça reste Messi. Après Messi, personnellement, je dirais pas que l'Argentine va couler, non, mais ça va être très compliqué qu'elle soit aussi dangereuse qu'elle l'est maintenant. Monsieur Dieng, le Brésil a-t-il perdu son identité historique du jeu ces dernières années? Non, xam nga du Brésil kese, c'est toutes les équipes. Avant dañ doon wax naan le football italien, le football brésilien, le football africain. Mais léegi comme tous les meilleurs joueurs jouent en Europe, dans les championnats anglais, espagnol, français et italien, donc identité de jeu yi presque mënatoo ko définir noonu ci benn équipe bu mel noonu. Léegi nag ça reste que Brésil ba léegi mi ngi créer ay joueurs créatifs comme les Vinicius, les Paqueta, les Rafinha, ñooñu ñëpp ay joueurs créatifs. Mais dañuy am problème quoi, ñoom ba léegi nii. Non, Brésil, li mu am tey mooy problème de vivier de joueurs. Quand vous regardez par exemple le milieu du Brésil, c'est Casemiro, Guimarães ñooy jouer foofu noonu. Ku xool attaquant type titulaire du Brésil, Igor Thiago qui joue à Brentford, même s'il a marqué 24 buts, alors que le Brésil nous a habitués avec des attaquants comme Ronaldo, comme Edmundo, comme Brésil attaquant niveau boobu la doon am comme Adriano. Donc bu dee ba Igor Thiago qui joue à Brentford nga xam ne dans une équipe du Brésil normale warut sax bokk dans la liste, ça montre que donc c'est un vivier de joueurs. dafa wàññiku léegi nag problème identité bi c'est pas seulement le Brésil. L'Allemagne ne joue plus comme l'Allemagne dans les années 70. L'Espagne, il y a que l'Espagne quand même qui garde cette philosophie de jeu et loolu c'est dû à la Masia du Barça où plusieurs joueurs du Barça quand même composent toujours cette équipe espagnole. Mais sinon football ci boppam affaire identité yooyu moo wàññiku. Jëlal 86 Brésil bi muy ñëw ñuy wax le football brésilien avec les Zico, équipe boobu noonu doon ñëw Brésil bu ñuy ñëw presque ñu bëri championnat brésilien la ñuy jógee. Parce que bu fàttali ne boobu arrêt Bosman amagul. Les équipes européennes devaient rester qu'avec 3 étrangers. Ou quand même un Italien était considéré comme étranger en France. Donc depuis l'arrêt Bosman avec cette internalisation là donc léegi. Identité footballistique amatul kii léegi da ngay jël une équipe comme le Japon où presque tous ces joueurs sont en Europe nga jël Corée donc amatul léegi identité booy mën a wax ne. Identité football brésilien le football samba lañ ko doon wax à l'époque mais parce que du moment où il y a cette rigueur européenne là moo leen formaté Vinicius à 18 ans 17 ans la ñëw Real Madrid Rodrigo à 16 ans la ñëw Real Madrid tu vois Endrick qui joue au Brésil qui a fait ça après sa formation il est au Real donc formation cette rigueur européenne la ñuy am donc le football samba comme tu disais dans les années mënatul am donc mais le Brésil reste le Brésil qui produit de bons joueurs avec un vivier de joueurs important boo xam ne permettre leen ba tey jii nii malgré leur match contre le Maroc ils font partie quand même des favoris de cette coupe du monde. Ok tey ma ñëw si Angleterre. keroog moo dóor 4-2. Les gens disent que c'est impressionnant tey pourquoi Angleterre peine à transformer son potentiel en titre.
waaw xam nga football moom y a toujours des détails. Gagné bu yaa ngi wax Angleterre Hollande ngay wax Hollande qui a toujours produit les meilleurs attaquants du monde avec les meilleurs te bañ na ko bu ñuy wax le football total. Louis Michel la Hollande moo ko indi. donc Hollande yàgg nañoo dominer ay coupe mais gagné ak produire du beau jeu des fois ça se joue sur des détails. mën na jëlal Angleterre compétition yi mujj yëpp que ça soit coupe du monde 2018 demi-finale. nga jël Euro 2021 finale. nga jël Euro 2024 finale donc vous voyez que ça se rapproche. Tout le temps ñu ngi dernier match bi coupe du monde bu mujj bi 2022 quart de finale contre France où Harry Kane rate un penalty à la 85e minute donc c'est des détails moom mooy transformer seeni match ak ñu gagné mais gis nga ne Angleterre les 6 dernières compétitions que ça soit une coupe du monde ou un euro finale la ñuy dem wala demi-finale donc ça reste une grande équipe léegi nag entre. mais concrétisation bi quoi pour ñu am bi. waaw des fois il y a un blocage psychologique il y a une manque de chance il y a beaucoup de détails qui fait que le Sénégal bul ko fàtte on a toujours eu de grandes équipes il y a que la génération Sadio Mané on a gagné 2 Coupes d'Afrique ce qui nous a pas empêché d'être en finale de la Coupe d'Afrique en 2002 perdre ko au tir au but donc football aussi l'essentiel c'est le contenu ak niveau de jeu bi ngay indi ak fi ngay àgg ci tournoi bi mais entre gagner il y a le facteur chance aussi qu'il faut pas minimiser donc ça entre en jeu parce que quand tu gagnes au tir au but tu peux perdre un tir au but bu fàttali ne Espagne bi muy gagné 2010 tir au but la gagné match am moom ak Portugal terewul mu jël coupe du monde bi muy jël coupe du monde bi contre Hollande Robben a un face à face avec Casillas bu mu raté Iniesta am ko dugal ko donc ay détails la le football de haut niveau c'est des détails yoo xam ne ñun dañuy ñaan par rapport à équipe nationale parce que contre France wane na ko ay détails la match di gagné ça passe monsieur Gandour wax na ko léegi balu meññaa bi bu dalaatoon ci tàngaam mënoon naa dugg ci biir bu Nicolas Jackson poteau bi donc c'est juste des détails à quelques centimètres près qui font la différence entre une victoire ak surtout le haut niveau ou quand même le niveau est très serré entre les deux équipes. Merci. Monsieur Gandour, que manque-t-il aux sélections africaines pour franchir le dernier palier? Pour moi, il manque rien. Il manque rien aux sélections africaines. En fait, je pense qu'aujourd'hui, Diane l'a dit tout à l'heure, le football se ressemble. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre par exemple, pour revenir à dire ce qui va nous manquer. Quand vous prenez aujourd'hui en Afrique, on a commencé avec les centres de formation. Les centres de formation viennent avec un cahier de charge. Ils viennent chercher un certain type de joueurs qu'ils vont prendre à la fleur de l'âge et ils vont aller le formater, on va dire, soit à l'européenne, soit à la française, soit à l'anglaise, soit à l'espagnole, soit à l'italienne, mais ils vont aller le formater comme eux, leur championnat veut formater les joueurs parce qu'ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas au niveau de leur pays. Donc déjà, vous perdez l'ADN du football africain. On l'a perdu. Aujourd'hui, quand vous regardez le Brésil, il a dit tout à l'heure, ils n'ont pas d'attaquant. Mais n'allez pas loin. Le Brésil allait chercher un entraîneur étranger pour pouvoir entraîner cette équipe-là. C'est presque du jamais vu, puisque le Brésil, c'était l'école de football. D'accord? Donc, si on arrive jusqu'à aller chercher un entraîneur étranger pour pouvoir commencer à être performant, ça veut dire qu'on a un problème au niveau on va dire, du réservoir du football brésilien. Ça, c'est un. On parle, par exemple, de cette équipe, par exemple, l'Angleterre. Vous dites qu'elle n'arrive pas à gagner. L'Angleterre me rappelle l'Espagne, dans les années où où le Real de Madrid et Barcelone dominaient le football européen, donc le football mondial, mais ils n'arrivaient jamais à gagner parce qu'il y avait toujours une rivalité entre les grands clubs espagnol à l'intérieur de la sélection espagnole. C'est quand il y a eu cet entraîneur qui est arrivé et qui a décidé de prendre une décision radicale concernant l'appartenance au club qu'on oublie et que maintenant ça devient l'appartenance au drapeau, que l'Espagne a commencé à être productive, malgré que la Masia était là, qu'elle formait de grands joueurs. Je pense qu'en Angleterre, c'est ça. Maintenant, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez le Sénégal, vous regardez le Maroc, ou vous regardez la Côte d'Ivoire, il y a quelques années, quand tu regardes le Sénégal, tu dis, bon, ça c'est le Sénégal, on se retrouve dans ce jeu-là. On disait les équipes maghrébines, quand il y avait la Coupe d'Afrique, quand on jouait contre les équipes maghrébines, le Maroc, l'Algérie, bon, l'Égypte n'est pas dans le Maghreb, mais on l'a classé dans les équipes maghrébines. On les appelait Nari. Voilà, quand on les regardait jouer, on savait comment ils jouaient. On se disait, bon, ils jouent bien au ballon, ils vont nous dribbler, ils vont ça. Donc pour les gagner, on va aller leur rentrer, les presser, mettre de l'impact et tout ça. Il y avait le jeu maghrébin, il y avait le jeu subsahélien. C'était ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à ces équipes africaines pour gagner? C'est la tête. C'est dans la tête.
quand vous regardez la composition de l'équipe nationale du Sénégal, la composition de l'équipe nationale du Maroc, la composition de l'équipe nationale d'Algérie, la composition de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, je me tiens à cela. C'est tous des joueurs qui jouent dans les mêmes championnats que les adversaires qu'ils vont affronter dans cette Coupe du Monde. Et même aujourd'hui, quand vous regardez en Europe, parce que l'étalon football reste l'Europe. L'étalon football reste la Champions League, qu'on le veuille ou non. L'étalon football reste là. Les meilleurs joueurs des plus grands clubs européens sont africains. C'est ça. S'ils ne sont pas africains, ils sont d'origine africaine. C'est ça. Les meilleurs joueurs des plus grands clubs européens, donc des plus grands clubs mondiaux, sont soit africains, soit d'origine africaine. Ça va pas être donc, facile à qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le fait de se dire, on est au même niveau que ces pays-là, et on peut le gagner. Ouais, c'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de se dire qu'on n'est pas des invités à cette Coupe du Monde. Exactement. C'est de se dire qu'on n'est pas des outsiders. Je suis désolé, il ne faut plus réfléchir. Vous savez, il ne faut plus réfléchir en outsider. Il ne faut plus réfléchir en se disant, je viens dans la Coupe du Monde, si je passe si je passe le premier tour, j'ai fait ma Coupe du Monde. Non, il faut se préparer pour aller le plus loin dans la Coupe du Monde. C'est une préparation. C'est pas le fait de dire, bon, on va prendre les matchs comme ils arrivent, et puis on va arriver. Tu as posé une question tout à l'heure très importante. Tu as dit qu'au début de la compétition, on voit qu'il y a des grandes équipes qui peinent, il y a les petites équipes qui brillent. Mais ça, c'est la préparation. Les équipes qui sont en train de peiner là, maintenant, physiquement, c'est parce que ce sont des équipes qui se sont préparées pour faire un mois de compétition. Et tu vas voir, au fur et à mesure de la compétition, elles vont monter en puissance. Par contre, ces petites équipes-là qui se font leur match, leur premier match, ceux-là, elles sont venues dans leur tête pour faire 3 matchs. Elles sont venues faire 3 matchs. Donc, elles vont tout donner pendant ces matchs-là. Et elles vont être grillées en 16e de finale. Elles ne pourront plus rien donner parce que eux, leur compétition s'arrêtera à la 16e de finale. Parce que s'ils sont préparés, c'est comme ça qu'ils sont venus dans cette Coupe du Monde. Ce qui manque à l'Afrique, c'est d'aller en Coupe du Monde en se disant qu'on peut la gagner. C'est pas d'aller à la Coupe du Monde en se disant qu'on va être la surprise, qu'on va crever le plafond de verre. Je suis désolé. On doit aller avec l'état d'esprit de se dire qu'on est à la table des grands. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on prend les repères, quand on prend les joueurs, quand on prend le fond de jeu, l'Afrique est à la table des grands. L'Afrique est à la table des grands. Il faut l'accepter. Il faut qu'on l'enlève. Vous savez, cette sous-estimation de son football ou bien de soi-même ou de son équipe nationale, c'est la première bataille. La première bataille, c'est ça. C'est de se dire, on ne va pas en compétition. Il ne faut pas qu'on aille pour faire une surprise. Il faut qu'on aille pour faire des résultats. Super. Voilà. Moi, c'est comme ça que, en fait, c'est un état d'esprit, mais c'est comme ça qu'il faut y aller. Parce que, quelle est la différence aujourd'hui? Bon, tu me diras, les gens viendront te dire, oui, mais la France nous a gagné 3-1. Mais sur rien du tout. Sur rien du tout. La première mi-temps, je continue à dire, le ballon touche le talon de Megan, il rentre. Il rentre, le match, c'est un autre match. Je ne dis pas qu'on aurait gagné, mais c'est un autre match qui est là. Non, même toi, tu vas le gérer autrement. Tu mènes 1-0 contre une équipe comme ça, tu vas le gérer autrement. Ils vont se lancer à l'abordage, ils vont ouvrir des espaces. Tu as des joueurs qui sont des avaleurs d'espace. Une de nos forces, c'est les transitions rapides, la percussion et le pressing. On allait encore leur mettre un autre. Exactement. Mais ça se joue à rien du tout. Non, je suis désolé, il ne manque rien à l'Afrique pour qu'elle soit championne du monde. C'est ça. Monsieur Dieng, le parcours du Maroc en 2022 a-t-il changé la perception du football africain, d'après ce que M. Gandour a dit? Parce que là, il appréhende les choses de manière à ce que, si on y croit, on peut le faire et qu'on ne va pas venir dans la compétition pour faire de la figuration. Donc, l'effet Maroc 2022 a-t-il quelque chose de très poignant sur l'appréhension qu'il vient de dire? Oui, c'est bien ça, mais moi je dirais même pas l'effet Maroc, parce que moi j'ai écouté Ragragui, j'étais même présent lors du match Maroc-France. Mais vous voyez que le Maroc était déjà content d'arriver en demi-finale, d'être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde en 2022. Et pourtant, ils avaient battu l'Espagne, qui est devenue championne d'Europe 2 ans après, et le Portugal. Donc vous voyez que le Maroc était déjà content d'arriver en demi-finale. Maintenant, si vous écoutez le discours des entraîneurs du Maroc actuellement, ça montre que c'est peut-être le niveau, comme l'a dit M. Gandour, le niveau des meilleures équipes africaines, des meilleurs joueurs africains qui jouent dans les meilleurs clubs. Par exemple, Hakimi maintenant, il a gagné 2 Ligues des Champions, ce qui n'était pas le cas en 2022. Donc ce Hakimi-là, il va venir inculquer cet esprit de la gagne à ses coéquipiers. Donc le Maroc de cette année, quand vous les écoutez, ils disent, nous sommes venus pour gagner cette Coupe du Monde. Le Sénégal, Pape Thiaw l'a dit en conférence de presse contre la France. Donc je dis que la performance, pour vous répondre, la performance des joueurs africains
africains dans les clubs européens, que ce soit en Champions League ou dans les meilleurs championnats d'Europe, c'est ce qui est quand même à briser ce truc. Mais ça, c'est récent. Donc je pense que l'Afrique a ses chances dans cette Coupe du Monde ou même la Coupe du Monde à venir. Mais jusqu'en 2022, vous voyez qu'arrivé en demi-finale, le Maroc était déjà content. Quand vous voyez que le Maroc, quand ils ont perdu contre la France en demi-finale, au niveau du stade, au lieu de pleurer, d'être déçus, ils étaient déjà contents d'avoir. Ça suffisait. Il se suffisait de cette demi-finale-là. Mais là, je vois que des équipes comme le Sénégal, comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, ils ne sont plus dans cet état d'esprit-là. Ils sont vraiment dans un état d'esprit de dire qu'on peut gagner. Okay. Et voilà, donc, le Sénégal en 2002, quand on était éliminé en quart de finale contre la Turquie, on a accueilli les Lions, on a dit qu'on était content. Je ne suis pas certain quand on nous élimine en quart de finale cette année, les gens vont sortir. Donc même la population a un autre état d'esprit par rapport à ça. Et donc je pense que les équipes africaines sont prêtes et ils le seront quand même par rapport à cette Coupe du Monde et même les Coupes du Monde à venir. Monsieur Dia, d'après vous, le football est-il devenu plus tactique que maintenant technique? Oui, ça c'est vrai. Mais comme c'est le dit, c'est le formatage même des joueurs. On vous dit, avant les joueurs, ils pouvaient se permettre. Est-ce que ce n'est pas trop tactique maintenant? Oui, mais c'est la formation. Comme l'a dit M. Gandour, les clubs européens, c'est l'étalon du football. C'est eux qui prennent les joueurs en pré-formation pour les formater à leur manière. Et c'est ce qui a fait que maintenant les joueurs, comme vous voyez dans les temps, qui pouvaient prendre le ballon indiscipliné tactiquement, des joueurs comme Denilson, vous ne vous rappelez pas, j'en suis sûr, des joueurs comme Denilson du Brésil, des joueurs qui prennent le ballon, qui ne regardent même pas. Ce n'est plus possible maintenant. Si vous êtes ce genre de joueur-là, vous ne pouvez pas performer dans les clubs européens. Ce n'est pas possible. Parce que maintenant, il y a la discipline tactique, il y a cette rigueur défensive qui fait que l'insouciance des joueurs, l'inconscience, même si je peux l'appeler ainsi, l'enlève. Donc maintenant, le football, ce n'est pas pour rien que le Brésil, qui est quand même l'identité même de ce football samba, ils prennent un entraîneur italien qu'on connaît tous par rapport à leur calcio, à leur catenaccio, même si je peux dire, Carlo Ancelotti, pour l'amener qu'il entraîne cette équipe du Brésil. Parce qu'ils ont vu les limites de ce football samba-là, que je peux dire indiscipliné. Les Africains, quand ils jouaient ce football africain aussi, ils n'avaient aucune chance. Mais maintenant qu'ils se sont européanisés, comme je peux l'appeler ainsi, c'est pour ça qu'on peut rivaliser maintenant avec ces équipes. Donc le football, pour vous répondre, est devenu beaucoup plus tactique. Mais je ne dis pas que pas technique. Le football reste technique, mais aussi mais plus tactique. Parce que c'est qu'avec la tactique, avec un bon système de jeu, avec une bonne discipline. En premier mi-temps, je continue à le répéter. En premier mi-temps contre la France, le réalisateur nous a montré une image avec les deux lignes de 4 du Sénégal, avec les deux, comment coulisser. J'aimerais prendre une photo de comment cette discipline-là du Sénégal. Rien ne pouvait nous arriver si on continuait à respecter cette discipline de jeu. Donc maintenant, reste au Sénégal, aux équipes africaines en tout cas, de respecter cette tactique-là, parce que c'est cette tactique-là qui te permet de gagner quand même certains matchs, de ne pas être en danger en tout cas. Ok. M. Gando, je reviens sur l'équipe nationale du Sénégal. Pensez-vous que l'équipe dépend de Sadio Mané? Non, on peut pas. En fait, à un moment, on disait que l'équipe était Sadio dépendante. Il y a eu un moment où l'équipe tirait la langue et puis c'était Sadio qui réglait le problème. Mais on ne peut pas réduire la maîtrise collective de l'équipe nationale du Sénégal en disant que voilà, il est pas. C'est-à-dire aujourd'hui, Sadio pour briller, il a besoin d'un Crépin Diatta, d'un El Hadj Malick Diouf très performant. Il a besoin d'un Nicolas Jackson qui fait son travail de pivot et qui lui ouvre des brèches. Il a besoin au milieu de terrain de joueurs qui vont le décharger d'un certain travail défensif, en l'occurrence Idi et Pape Gueye. Il a besoin aussi qu'on lui apporte des ballons, Ismaël Assar ou Lamine Camara. C'est vrai qu'à la fin, techniquement, il est au-dessus de ses coéquipiers. Mais de venir à dire qu'on dépend de la performance de Sadio, non, Sadio en fait, et si vous voulez, est le dernier maillon de la chaîne de l'équipe nationale du Sénégal. Mais si vous voulez, c'est le maillon à qui on ne pardonnera rien parce qu'on se dit que quand il va avoir le ballon, c'est lui qui va faire en sorte de le bonifier. Mais pour avoir le ballon, il y a toute une construction derrière, il y a toute une équipe, il y a tout un bloc qui fait que Sadio peut s'en sortir. Le but contre l'Égypte en Coupe d'Afrique, il y a eu un travail incroyable de ses coéquipiers pour que lui, il puisse se retrouver dans cette position de frappe. Et en fait, ce sont ses qualités intrinsèques techniques qui ont fait de sorte qu'il marque ce but-là. On n'est pas sûr que ça aurait été un autre joueur qui aurait frappé. Est-ce qu'il aurait marqué? On n'est pas sûr. Mais à cette distance-là, cette prise de balle, cette frappe-là, quand c'est du Sadio Mané, on est presque sûr à 90% que ça allait être un but.
On a besoin d'un Sadio performant, on a besoin d'un Sadio au maximum de sa forme pour que l'équipe puisse être, on va dire, donner le meilleur d'elle-même. Parce que, de toute façon, aujourd'hui, Sadio, il ne faut pas le prendre comme juste comme un joueur. Il faut calculer que Sadio, comme vous en parlez là aujourd'hui, les adversaires parlent de lui. C'est-à-dire quand Sadio est performant, c'est aussi un problème pour l'équipe adverse. Et quand ça devient un problème pour l'équipe adverse, ça devient des solutions pour nous. Donc en fait, si vous voulez, c'est tout un schéma, vous parliez tout à l'heure de tactique, c'est tout un schéma tactique qui se met en place. Mais pour que ce schéma tactique se mette en place et qu'il soit visible et qu'on puisse sortir un leader de ce schéma tactique, il faut des joueurs très techniques pour vous faire valider tout ce travail-là. On reste dépendant de la performance de Sadio, comme on reste dépendant de la performance d'un Edouard Mendy, comme on reste dépendant de la performance d'un Messi à l'Argentine. Voilà, bon, c'est pas la même chose parce que aujourd'hui Sadio, c'est pas lui qui va prendre le ballon des 18 mètres, aller dribbler tout le monde et aller mettre un but. Il le fera pas, c'est pas son jeu. Ça n'a jamais été son jeu de toute façon. Mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire aujourd'hui Sadio peut être est le meilleur quand tout ce qui tourne autour de lui marche bien. Mais quand tout ce qui tourne autour de lui grince, comme on a vu en deuxième mi-temps contre la France, pour moi, je ne veux pas individualiser cette défaite et cette deuxième mi-temps. Pour moi, c'est une contre-performance collective. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut. Okay. En fait, c'est ça, c'est parce que les Français, je ne sais pas si vous avez fait très attention à ce match-là, mais il a fallu juste on va dire un jeu positionnel pour nous mettre en difficulté. Donc, et pendant les 45 premières minutes, Cher l'a dit tout à l'heure, c'était très important. On était bien en place, donc on avait fermé les espaces. Mais dès que Olysée a coulissé au milieu de terrain et que Dembélé a décalé sur le côté, je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est désorganisé, on leur a laissé le half space là tout à fait libre, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et quand vous avez des joueurs comme Olysée, comme le premier but français, il faut le montrer dans une école de football. La passe d'Olysée, elle casse 3 lignes. Oui, elle casse 3 lignes et elle fait figer 5 joueurs sénégalais. Même Edouard, à un moment, sur cette passe-là, vous le mettez en doute parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce que je vais sortir vers mon défenseur ou est-ce que mon défenseur va venir faire le travail de pressing pour bloquer Mbappé et ça, dans le football, c'est des tierces de seconde. Et des tierces de seconde, quand vous avez un joueur comme Mbappé, c'est un but. Non, moi, je pense qu'on dépend de la performance collective. Mais cette performance collective, elle est mise au devant avec des qualités techniques des joueurs qui sont un peu supérieurs aux autres, c'est tout. Merci beaucoup. Mon grand, le cas de Nicolas Jackson, vous en pensez quoi? Prochain match, il doit démarrer. Bien sûr. C'est notre meilleur neuf. Actuellement, par rapport à la composition de l'effectif et surtout ce qu'il offre aux autres. Nicolas Jackson, c'est un pivot qui te fait des appels contre appels, qui te fait des appels en profondeur et qui est techniquement très habile pour permettre à Sadio Mané de pouvoir combiner avec lui et de pouvoir combiner avec Iliman Ndiaye, comme tu l'as vu lors de la finale de la Coupe d'Afrique. Nicolas Jackson moo dugg def benn contrôle génn mettre Iliman Ndiaye sur orbite mooy face à face boobu mu raté. Donc Nicolas Jackson, il est incontournable dans ce pays-là. Maintenant, Nicolas Jackson, c'est un joueur qu'il faut préparer mentalement. C'est-à-dire jox ko envie mu def pressing bi war. ba pare occasion yi muy raté muy def ay rabais ci entraînement ba gën koo mën a dugal bal boobu ko Pape Malick Diouf central en deuxième poteau, il doit le mettre. Donc mais par rapport à ses qualités intrinsèques, son rôle de pivot, qualité technique, il peut combiner avec les autres, avec ce qu'il apporte aux autres ailiers, en tout cas et attaquants, donc il est incontournable, il doit jouer. Maintenant, Nicolas Jackson, qu'il faudra parler avec lui, le mettre dans sa Coupe du Monde, lui donner confiance et il va nous donner quand même satisfaction. Ok. Quand on dit que le leader technique de l'équipe, Sadio? Naturellement. Sadio Mané par rapport à son statut, film jaar ak li indi ak ses compétences techniques, Coupe d'Afrique bi wane na ko. Léegi nag y a beaucoup de joueurs qui montent au Sénégal, comme Iliman Ndiaye, comme Ibrahima Mbaye, ainsi de suite. Mais bu ñu doon wax par exemple un joueur, pas de leader technique, mais un joueur quand même important pour le collectif, je mettrai en exergue Idrissa Gana Gueye. Ok. Faut-il privilégier l'expérience ou intégrer davantage de jeunes joueurs bien sûr? Oui, mais xam nga loolu man laay joindre ci loolu li mu décidé parce que quand même ñu bëri dañuy wax Ibrahima Mbaye mais premier match de Coupe du Monde la contre France la avec les plus grands joueurs Ibrahima Mbaye il t'apporte beaucoup en entrant en jeu. J'espère que comme équipe bi départ cohérente na par rapport ak Pape Thiaw li mu teg léegi nag jeunesse bi li ñuy ñëw danañ indi insouciance danañ indi football mais il faut un mélange football, il faut un mélange d'expérience
et de jeunesse. Et je pense que Pape Thiaw a quand même trouvé ce mélange-là. Parce que boo xoolee équipe Sénégal bi départ keroog quand même, il y a des joueurs très expérimentés comme Gana, Koulibaly, Sadio. Mais il y avait aussi beaucoup de jeunes comme Pape Malick Diouf qui a, n'oubliez pas, que 20 ans. Lamine Camara qui est trop jeune. Donc, mélange bi pour man, composition effective au Sénégal avec mélange bi ñu def baax na. Merci beaucoup, M. Dieng. M. Gandour, donc aujourd'hui, c'est quoi l'identité actuelle de jeu du Sénégal, d'après vous? C'est plus tactique, plus technique, pressing haut? C'est quoi concrètement, d'après vos analyses? D'après nos analyses, c'est le Sénégal, d'abord, il a un ADN, il a le socle défensif. C'est ça qui a fait qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. C'est ça qui a fait qu'on était au-dessus, sur le toit de l'Afrique. Ça, c'est un. Tactiquement, c'est une équipe très tactique. La première mi-temps contre la France a fini de nous mettre tous d'accord en disant que le sens tactique de ces joueurs-là était au niveau mondial. Techniquement, vous avez des joueurs incroyables. Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye. C'est vrai qu'on l'identifie trop à un travail, on va dire, de porteur d'eau, d'essuie-glace, de ratisseur, mais c'est très tactique, c'est très technique ce qu'il fait. Ibrahima Mbaye, Sadio Mané, bon, voilà. El Hadj Malick Diouf aussi, quand il fait ses montées, si vous n'êtes pas bon techniquement, vous ne pouvez pas laisser toute votre zone de défense et aller apporter un plus. Non, aujourd'hui, le Sénégal a ce qu'il faut sur toutes les lignes. Je dirais même les postes sont doublés. Après, le débat qui se pose aujourd'hui en disant est-ce que Pape Thiaw n'a pas eu tort de faire... Vous ne pouvez pas jouer contre la France avec le niveau de cette équipe-là. Avoir votre capitaine, votre leader de défense, parce que le débat il est presque là, et de dire que je vais mettre une défense expérimentale en Coupe du Monde. Moi, ce que je peux reprocher à Pape Thiaw, parce qu'on peut lui faire des reproches à Pape Thiaw, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est que moi j'aurais aimé que le match contre l'Arabie Saoudite soit le match de préparation. Le match contre l'Arabie Saoudite n'a pas été un match de préparation. Parce que si c'était un match de préparation, il aurait dû mettre l'équipe type qui allait jouer aujourd'hui contre la France et on aurait pu juger et jauger aujourd'hui les joueurs soi-disant blessés ou qui avaient un manque de jeu. Je peux lui reprocher ça. Je peux lui reprocher aussi le manque de prise de risque pendant le match contre la France. Quand il a vu que ces leaders de ligne, parce que c'est des lignes, vous avez la ligne défensive, la ligne du milieu, quand vous avez vu que certains joueurs au milieu commençaient à baisser du rythme, quand vous avez vu que votre défenseur sur lequel vous mettiez tout le socle et vous basiez un peu tout le système défensif sur lui commençait à baisser de rythme, là je peux peut-être lui reprocher le fait de ne pas avoir eu des changements réactifs, vous voyez, des changements de prise de risque parce que c'était le moment où il fallait peut-être apporter du sang-froid. Mais après aussi, dans la compétition, sur le match, on peut le comprendre. On est à 0-0, on est au niveau de cette équipe-là, elle est prenable. Le débat se posait, je pense que se dire non, on y va pas, ou on continue comme ça, ils peuvent encore tenir. Le débat, il est là. Non. Moi, je pense que cette équipe nationale du Sénégal, elle est complète. Elle est complète. Aujourd'hui, vous parlez du cas de Nicolas Jackson, mais tout dépend du système de jeu que Pape Thiaw veut mettre en place. Quand vous jouez avec ce système-là, vous avez besoin d'un Nicolas Jackson en pivot, en faux numéro 9, qui va aller presser dans l'axe central pour pouvoir ouvrir des brèches à Ismaïla Sarr et à Sadio, pour pouvoir venir décrocher, parce que les autres attaquants que vous avez, ce ne sont pas des attaquants qui vont décrocher, qui vont venir au milieu de terrain ou qui vont venir récupérer le ballon. Ça va être plutôt des attaquants de zone. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, si on a envie de jouer autrement, on a un numéro 9 comme Bamba Dieng, donc à ce moment-là, c'est une autre façon de jouer. Non, moi je pense qu'à chaque fois qu'un joueur est titulaire, et quand Pape Thiaw a décidé qu'il est titulaire, c'est parce qu'il fait partie d'un schéma de jeu, d'un système qui est mis en place. On ne peut pas critiquer aujourd'hui l'apport d'un joueur par rapport au système. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous posez la question à Pape Thiaw avec sa grille et avec ses analystes vidéo et puis ses assistants, ils vont vous dire que Nicolas Jackson a fait le match qu'il devait faire parce que c'est ce qu'on lui avait demandé de faire et il a très bien fait. Donc moi, je pense que non. Aujourd'hui, le Sénégal, tactiquement ou techniquement et même athlétiquement, c'est une équipe qui est en place. Sur les transitions rapides, depuis le début de la compétition, je n'ai pas vu beaucoup d'équipes qui ont
qui ont montré cette aisance dans les transitions rapides. J'ai pas vu beaucoup d'équipes aussi qui ont fait le pressing qu'on a fait en première mi-temps. Donc moi, je reste persuadé que c'est normal. Comme on dit, bienvenue en Coupe du Monde. On apprend, on joue contre le vice-champion du monde. Une défaite qui va nous remettre un peu, moi comme je dis, qui va nous remettre à l'endroit, qui va remettre les pendules à l'heure et qui nous montre aussi l'étendue de tout le travail qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir justement non seulement aller le plus loin dans cette Coupe du Monde, mais si jamais on veut la gagner, ça nous montre aussi tout ce qui nous reste à travailler. Merci beaucoup. Monsieur Dieng, comment vous voyez cette Coupe du Monde de Donald Trump là, avec des restrictions? On a vu que le Congo a peiné, etc. Et du domaine sportif, les 48 pays. Comment vous avez Oui, mais cette Coupe du quand Monde? même, je suis agréablement surpris. Moi, je ne pensais pas que le stade serait aussi plein. En tout cas, serait aussi plein parce qu'avec toutes les restrictions de visa. Mais depuis le début, quand même, l'organisation est bonne. Vous n'avez pas vu beaucoup de pays quand même se plaindre par rapport à truc. Il y a des stades qui sont climatisés. Donc, je pense que quand même, il y avait plus de peur que de mal par rapport à ce qui arrive. Donc, la FIFA a bien réussi son organisation avec les autorités américaines. Donc, globalement, le seul point noir, c'est cette restriction de visa-là qui peut quand même perturber certaines équipes et la cherté des billets. Donc ça, c'est deux choses qui, par exemple, si vous regardez le match du Sénégal contre la France, c'était 90% de supporters français. Parce que le pouvoir d'achat... Il n'y avait pas d'équilibre. Et c'est ce qui va un peu handicaper quand même les équipes qui sont un peu plus loin par rapport à cette restriction de visa. Mais globalement, quand même, l'ambiance dans les stades est festive. Tout le monde, quand même, les stades sont de bonne qualité, il y a des stades qui sont climatisés. L'arbitrage, il n'y a pas encore eu d'incident grave parce que quand même la FIFA a bien préparé avec la nouvelle réglementation et surtout sur la VAR et tout. Donc vraiment, cette première journée de Coupe du Monde, quand même, si ça continue comme ça, on a dit que l'organisation a été réussie. Réponse courte. Où vous voyez le Sénégal dans cette Coupe du Monde? Personnellement, minimum demi-finale. Moi, je pense le Sénégal demi-finale ou finale même. Ah ouais? Vous êtes très optimiste? Pas optimiste, c'est ce qu'ils ont montré. Moi, ce que le Sénégal a montré en premier mi-temps contre la France m'a convaincu que le Sénégal est une très bonne équipe. Ça m'a convaincu. Je suis même plus rassuré après cette première mi-temps contre la France. Votre dernier mot et on close ce débat. Le dernier mot, c'est d'abord de ne pas être catastrophé, parce que je sais que après cette défaite contre la France, hier, on a vu, c'était presque, on va dire, une ambiance morose en tout cas au niveau du plateau et des alentours du plateau. Non, mais c'est se dire que rien n'est perdu. Il y a 2 matchs. Vous avez la Norvège, vous avez l'Irak. C'est un autre match, hein, c'est une autre configuration. C'est un autre football qu'on va affronter. Mais je pense qu'à partir de maintenant, il faudrait qu'on se mette en tête et puis se dire que à partir de lundi, ce sont des finales qu'on va jouer parce que une défaite, il y a 3 scénarios qui sont presque qui sont là. C'est le scénario où vous gagnez et c'est bon, vous vous mettez en orbite. Vous faites match nul, vous dépendez des résultats des autres. Vous perdez, c'est pire encore. Donc moi je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que ça arrive dans le football. La première mi-temps a été satisfaisante et elle a montré qu'il y avait les qualités, il y avait la capacité de faire autre chose. Le deuxième match arrive vite, il faut se reconcentrer. Par contre, je suis très content et j'ai entendu, je sais que Pape Thiaw a décidé de bunkériser la tanière, donc je pense que ça c'est très important. Les gars, on est en Coupe du Monde, il faut être beaucoup plus, je dis pas beaucoup plus sérieux, mais beaucoup plus impliqué et beaucoup plus concentré parce que c'est la cour des grands et quand on est dans la cour des grands, il faut réagir contre les grands et comme je disais tout à l'heure, cette Coupe du Monde là, c'est sur les petits détails qu'on la gagne et ce sont les équipes froides qu'on appelle les équipes reptiliennes qui peuvent aller loin. Les équipes qui jouent avec de l'enthousiasme et qui jouent avec de l'émotion n'iront pas très loin. Merci beaucoup. Monsieur Dieng, votre dernier mot. Lyon est là koy adressé là, qu'il sache que tout un pays, ñun ñëpp ñu ngi seen ginnaaw, ñi ñaan, ñi superviser, ñi def. Donc def leen li ngeen war a def, xam ne tout un pays est derrière vous et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Aujourd'hui, c'est Belel Immo qui nous a accueillis, Fan Résidence. Donc ils font des bâtiments extraordinaires, magnifiques. Après merci à vous tous. En avant le Sénégal. Sama ñaari grand yi nee nañ demi-finale mais man moom sama choix bàyyi ma denc ko quoi. Ça y est, dama tiit quoi. Merci beaucoup, à bientôt.